Alors bonjour, nous ne nous sommes jamais autant vus, chacun, chacune, à l'écran. Quoi qu'il en soit, merci d'être là aujourd'hui, devant vous, devant nous et devant moi. Euh, depuis le début de la crise sanitaire, le désir de certains publics à devenir le sujet d'une œuvre est élevé. Le devenir sujet perce les frontières physiques des musées, imposées de manière inédite et intermittente par la COVID. Toutefois, le numérique en réseau permet une certaine perméabilité et ainsi un phénomène s'observe. Avant de creuser davantage les sujets de notre conférence, les beaux portraits d'identification, situons d'abord les actions qui ont porté les musées afin d'être présents auprès de leur public lors de la première vague, donc l'an dernier. Pour la période allant du 13 mars au 15 juin 2020, un échantillon de 40 musées, l'Anglois 2020, a permis de prendre acte que ceux-ci ont mis l'accent, sur une présence accrue de figures humaines à l'écran, bien souvent leurs employés. 2, sur une démystification de l'univers muséal. 3, sur des interventions permettant une certaine proximité sociale. 4, sur la mise à l'avant de l'expertise des savoirs de leurs employés, des professionnels. 5, sur la ludification et l'humour comme élément moteur de leur effort de médiation. Le sujet de notre conférence est ici particulièrement concerné. 6, sur une conversation, en fait, non pas une conversation, ça pourrait l'être, mais une conversion excusez-moi, entre le public et les professionnels. Et 7, sur des appels à la créativité et à l'expérimentation avec des objets du quotidien. 8, sur des appels à la prise de position citoyenne et sur la propagande sanitaire. Et enfin, 9, sur la participation sur les réseaux sociaux et à la rétroaction. Sur le plan des dispositifs médiatiques impliqués, sans grande surprise, les dispositifs numériques en réseau ont été mobilisés, Facebook, Twitter, Instagram en tête. Que faire lorsque l'enceinte des musées est close et qu'il importe de poursuivre la mise en valeur des collections, d'y donner accès et d'engendrer la participation des publics? On leur pose des défis. Ici, des challenges de mise en scène photographique ont été posés par des mots-clics tels Getty Museum Challenge, Art en quarantaine, on le retrouve aussi en anglais, Art in Quarantine, Museum at Home. Mais il ne faut pas oublier que tous ces efforts de la part des musées, bien que légitimes, n'ont pu empêcher un impact important. Nous avons été éloignés des vraies choses du musée, des musées ailleurs, Cameron 1968, imposés par la crise pandémique et ces périodes de confinement, d'ouverture, de fermeture de nos institutions muséales. L'enceinte du musée, l'intramuros, exposition, éducation, action culturelle, programmation publique, est physiquement coupée de l'extramuros, du territoire citoyen dont le musée fait habituellement partie. Une frontière tangible s'est opérée. Même la dynamique Transmuros, l'Anglois 2015, où l'on pouvait aller d'un côté et de l'autre de cette frontière, où l'on pouvait avoir une pratique photographique à partir de nos dispositifs mobiles pour mieux repartir et revenir. Si tout cela nous était alors à peine perceptible, tant cette réalité était quasi devenue banale, maintenant tout cela nous est possible, presque plus possible, alors ne serait-ce qu'entre deux vagues de la pandémie. Mais devant cette étanchéité matérielle, une résistance, oui, des publics a eu lieu. Devant un accès coupé de la vraie chose, on a réagi. Comme le seul espace franchissable du musée est celui de ses collections numériques, les substituts numériques de ses collections, pour être plus précis, les publics se sont mobilisés autour de cette brèche d'accès. Le territoire médiatique muséal, autrefois amplifié de cette mixité contextuelle intra, trans et extramuros, est maintenant réduit à cette brèche salutaire. Les temps médiatiques muséaux sont maintenant soumis à un territoire communicationnel limité, mais qui permet tout de même de préserver un lien identitaire minimal entre le musée et certains de ses publics. Le musée veut permettre l'accès à l'œuvre et le public soit en faire l'expérience de l'œuvre originale, de la vraie chose, voire de son aura. Et c'est actuellement quasi impossible. Il faut se rabattre sur leur substitut numérique. Cela représente-t-il un risque de faire oublier la réelle satisfaction de l'expérience directe à l'œuvre? Selon Aloha 2020, l'hyperdiffusion
couplée à une haute productivité technique, Benjamin 1939, toutes deux rendues possibles par le web et ses capacités numériques, accentueraient l'intérêt de l'aura des originaux, qui par ailleurs croît avec l'augmentation du phénomène de l'instagrammatisation. Phénomène qui est d'ailleurs central à notre objet d'étude, l'égo-portrait d'identification. La rareté crée donc l'intérêt. Si les substituts images numériques sont une réalité depuis plus de 20 ans, qui a d'ailleurs, en ses débuts, été critiqué par les apôtres puristes prônant une pratique muséale matérielle dite classique, en attendant, et plus que jamais, la mise de l'avant des substituts numériques est une planche de salut. Si l'original a une valeur particulière, le substitut est aussi doté de qualités qui lui est propre. Il a le pouvoir significatif de porter présent un objet absent, dans ce cas-ci l'œuvre, comme absent. Marin, 1994. Nous sommes dans le régime de la substitution. Il s'agit en fait d'une quête de virtualité, celle de pouvoir voir ce qui n'est pas en présence, ce qui est inaccessible. Nous entendons ici la virtualité dans le sens latin scolastique du terme, ce qui exprime ce qui est en puissance d'exister, de l'âge 2007, en loi 2015. Cette quête est d'ailleurs historique. Elle a d'abord été permise par des moyens picturaux, puis par des procédés photographiques, et enfin par le numérique. Le pictural, par la découverte et le développement de la perspective, a permis de rendre visuellement certaines réalités. Nous pourrions aussi traiter des copies par moulage, des dioramas, des panoramas et des multiples procédés de boîtes à optique des 18e et 19e siècles. Les dioramas et les boîtes d'optique ont d'ailleurs des réminiscences jusqu'au 20e siècle, et plus encore. Puis est venu le temps de la photographie, de la fameuse question de l'image témoin et indicielle, un appareillage optique, mécanique et chimique permettant la prise de vue, le tirage de l'image capturée, mais aussi sa manipulation. Après avoir eu accès à l'image de l'autre, on a pu avoir donc accès à ce qui était absent, et ça a été d'autant plus une réalité. Enfin, par l'évolution de l'informatique, le numérique a bel et bien mis en place une ère sans égale, des images à haut niveau, très haut niveau de résolution, qui permettent des possibilités de captation, de transformation performantes. Qui plus est, la mise en réseau de ces images a été la pierre angulaire qui a permis le développement de la représentation de soi dans un univers médiatique qui brouille les pistes entre sphère privée et publique et qui, surtout, a rendu possible notre objet d'étude, l'égo-portrait d'identification. Car si cela a permis la prise de vue de soi-même par soi-même, instantanée, immodifiable, cela a aussi rendu l'accès à des millions d'images de l'univers muséal, de l'histoire de l'art. L'ère numérique a également autorisé le phénomène de la recréation de l'œuvre. On l'a vu dans la précédente présentation. À partir de soi-même, Ragazzini 2020. Selon la définition usuelle du terme, donc de ce terme, la recréation, il s'agirait de rendre, par un procédé souvent artificiel, l'aspect de quelque chose qui a disparu. On veut en fait recréer un objet original, dans ce cas-ci une œuvre, dont la matérialité peut être statique ou cinétique, Langlois 2015. La particularité de cette recréation par l'égo-portrait d'identification, de surcroît par une mise en scène, vêtements, objets, contexte, pose et gestuelle, Ragazzini 2020, est qu'elle implique le soi comme sujet et qui se substitue alors comme sujet de l'œuvre originale. Si certains perçoivent les égo-portraits comme des gestes purement narcissiques, le contexte de production de ce type d'image sera plutôt relevé de l'appropriation. Ce phénomène que les musées souhaitent tant engendrer auprès des publics, voire de ces non-publics, l'appropriation impliquerait un haut niveau d'identification identitaire, qu'il en soit conscient ou non. C'est le saint graal de la médiation muséale. Les caractéristiques d'un objet, en l'occurrence d'une œuvre, seraient alors mises au service de l'action et de l'identité humaine. Julien et Rosselin, 2005. Plus largement, sur le plan de la culture matérielle et de l'anthropologie, c'est ce qui induit une appropriation de l'objet. Lefebvre, 1970. On veut le rendre utile à ses besoins, dans ce cas-ci, se reconnaître, s'identifier, s'associer, imiter, s'incorporer, puis expérimenter, créer, jouer, voir, rire, ce dont nous avons tous et toutes hautement besoin actuellement. On veut donc s'associer à cet objet qu'est l'œuvre, pour ce qui permet de performer tant sur le plan pragmatique que symbolique. L'expérience humaine de l'objet, ici l'objet d'art, est un puissant moteur identitaire.
Selon Turgeon 2007, transformer les objets est une manière de marquer une appropriation et ceux-ci transforment ceux qui les manipulent. Le substitut numérique des œuvres d'art, par extension, aurait donc un effet pour ceux qui les consomment culturellement. Quel est donc cet effet que l'on cherche en pratiquant les gros portraits d'identification, par cette transformation souhaitée en temps de pandémie et d'isolement? Se sentir appartenir à plus grand que soi, à une œuvre connue, parfois emblématique ou iconique, en s'associant à une œuvre jusqu'à en devenir le sujet substitut, se sentir vivre, exister. Il pulsait, loin de se limiter à produire une image photographique de soi par soi, on la partage en la diffusion sur les réseaux sociaux. On se donne largement à voir comme étant autre, devenu sujet à la place du sujet. Par ailleurs, dans un contexte particulier de la COVID, le « je » est bien souvent coupé physiquement du « nous ». Nous sommes seuls dans une collectivité ainsi fractionnée. Comme les objets sont aussi des vecteurs mémoriels de liens identitaires et culturels qui nous unissent, on se sert de ces images recréées pour recréer du lien social. Comme Bourdieu l'affirmait, sonder le rôle social des objets nous permet de comprendre divers jeux de force ayant un impact sur les identités individuelles et sociales. C'est dans ces conditions qu'il est proposé de mettre en perspective cet éloignement forcé de la chose muséale et particulièrement ce phénomène déjà latent à l'ère pré-pandémie. L'ego portrait d'identification et de surcroît par une mise en scène. C'est à ce moment-ci de la conférence que sont présentés quelques cas d'études. Ce mouvement, principalement repérable et observable sur les mots-clics Getty Challenge, Art en quarantaine, Museum at Home, pour ne nommer que ceux-ci, a généré des milliers d'images. Cas numéro 1, en notre cas d'étude, initiative personnelle de l'utilisateur Instagram Muldoon Beatty, simulée par le mot-clic Getty Museum Challenge, présente une recréation de l'œuvre d'art expressionniste Egon Schill's Self-Portrait datant de 1910, détenu au Leopold Museum de Vienne. Ici, le vêtement, la posture, quelques interventions de maquillage et le cadrage de la prise de vue ont servi à la recréation. Cas numéro 2, Click France. Il s'agit d'un défi lancé par le regroupement, oui dis-je, partenarial de plus de 70 musées. Le concours est décrit de la manière suivante. Ce challenge à la fois collectif, voire familial et social, créatif et collaboratif, nous semble particulièrement en phase avec cette période de confinement. Il répond parfaitement à l'appétit des Français pour l'art et la culture et à la recherche d'activités intelligentes et créatives capables d'occuper les temps disponibles des plus jeunes et des familles pour découvrir, réinterpréter et s'approprier les œuvres d'art des musées français. Ici, on trouve plusieurs notions vues au cours de cette communication, telles que défi, collectivité, social, créatif, culture et appropriation. Cas numéro 3, certaines recréations mises de l'avant par Agathe Hakoun sur le site Connaissance des Arts 2020. Pour le cas de l'œuvre Jeune décadente, on remarque non seulement la justesse de la recréation, vêtements, posture, objets, décors, couleurs, texture, cadrage de prise de vue, mais aussi une identification du style de l'œuvre, de l'artiste, Ramon Casas, et de l'année de création, 1899, mais aussi du musée espagnol détenant celle-ci, le Muséum Montserrat. Parmi les mots-clics trônant sur cette publication, Getty Museum Challenge, Between Art and Quarantine, Isolation Creation, Digital Humanities, Museum Online, COVID Classics, Museum at Home. La femme devenue sujet de cette œuvre a été habile dans sa recréation, mais c'est surtout renseignée. Un autre exemple de recréation repris par Connaissance des Arts, la recréation de l'œuvre Morning Sun d'Edward Hopper, 1952. Sur sa publication Instagram, cet artiste en herbe, devenu le sujet de sa recréation, indique une idée empruntée au Getty Museum. Revisiter les classiques de la peinture. Peinture de la solitude et du confinement. J'ai pensé à Edward Hopper et son Morning Sun. J'espère que ça peut vous donner des idées. Une autre utilisatrice d'Instagram de lui répondre, on est tous des tableaux de Hopper en cette période de confinement. On y remarque les mots revisiter, solitude, confinement. Par la réponse de l'autre femme, on sent le besoin de liens sociaux. On est tous des tableaux de Hopper en cette période de confinement. On voit bien cette pratique qui engendre le sentiment d'appropriation semble répondre à des besoins intrinsèques et mobilise des habiletés et des connaissances. D'un point de vue de l'éducation muséale, à quoi peut bien être lié ce phénomène, à tout le moins sur le plan des objectifs?
Avec mon assistante de recherche, Jessica Ragazzini, aujourd'hui présente, dans le cadre de notre projet CRSH Origine et actualité du devenir objet du sujet dans les expositions, sous la gouverne de la chercheuse principale, la professeure Mélanie Boucher, également présente aujourd'hui, nous nous sommes affairés à appliquer la taxonomie de DICAS 2006 à cet objet d'étude. A priori, le phénomène de l'égo-portrait d'identification toucherait à l'expérientiel par l'exploration, le rappel et la rétroaction par la pratique créative. Ça mènerait à l'expression du vécu personnel. 2, au développement des habiletés intellectuelles et pratiques qui seraient engendrées par l'analyse de l'œuvre d'origine, par l'interprétation qu'on en fait, du constat d'identification qui en découle et par la production et la recréation comme telle. Et enfin, 3, toucherait au plan de l'affect, également tributaire d'un sentiment d'identification, mais aussi de l'acte de recréation en soi. Dans le cadre de la temporalité qui nous intéresse, celle de la pandémie, le phénomène de l'égo-portrait d'identification a certes été promu par certains musées, mais il s'est aussi avéré un geste d'initiative individuelle. Quoi qu'il en soit, la recréation est toujours volontaire. Elle répond à un besoin, nous l'avons vu. Si on reprend les notions relatives à notre conférence, telles le sentiment d'appropriation, le lien social et les liens identitaires, il est évident que l'affect devient hautement mobilisé dans ce jeu plus qu'actuel du devenir objet du sujet en ces temps troubles. La magie de l'art opère sur les projecteurs de réseaux sociaux. Passons finalement de l'affect à une réalité plus rigide qui a longtemps été voulue et perçue comme telle, celle de l'autorité muséale. Et je termine avec ça. Les images que nous venons de voir posent la question du contrôle des contenus muséaux. Comme muséologue, c'est une question qui s'impose par les temps qui courent. Qu'elle soit donc objet, image ou texte. Donc, à titre de bon livre. L'intégrité scientifique de ceux-ci doit être assurée par les musées que par leur posture classique de musée-temps. Depuis les valeurs promulguées d'une muséologie qui se voulait nouvelle, les musées tendent vers une posture plus contemporaine, soit celle du Muséoforum, en 1971, et s'ouvre au partage et à la discussion. Les principes de collaboration et les principes de participation inhérentes à la cybermuséologie, en loi 2015, sont davantage prégnants depuis l'avènement des médias sociaux. Si les musées ont un temps eu des craintes quant à la primauté de leur mainmise sur leur collection, sur tout ce qui en découle, ils sont aujourd'hui plus familiers avec la part du public à leur contenu. De là, les folksonomies, entre autres, le principe de folksonomie. Ces institutions ont aussi été préoccupées par le contrôle de leur image. Si jadis, les musées ont voulu être les seuls à publier des images de leur collection, aujourd'hui, ils poussent leur public à en recréer. Les images produites par les publics à partir des collections muséales appartiennent à ceux-ci. Les réseaux sociaux par lesquels elles sont diffusées n'appartiennent pas davantage aux musées. Dorénavant, des contenus issus de l'autorité muséale croisent des contenus produits par les publics. Il s'agit d'une évolution impressionnante qui s'est faite dans un temps court par rapport à l'histoire des musées et particulièrement en regard de l'époque de la Renaissance où les collections étaient princières, marchandes et revêtaient un caractère privé, voire exclusif. En terminant, permettons-nous un saut gigantesque dans le temps. Depuis le milieu des années 90, les musées ont été bousculés par l'évolution incessante des technologies numériques et par l'évolution de nos sociétés qui s'en sont suivies. Si le numérique a changé nos pratiques muséales, ce qui se produit actuellement comme fracture culturelle est sans égale. En 2020, la pandémie referme l'enceinte des musées, mais nous la voudrions plus que jamais ouverte au public afin de conforter ceux-ci. L'histoire nous joue le jeu des paradoxes. En 2020, comme fondateur parmi quelques-uns d'une cybermuséologie en cours d'élaboration, on me disait que j'étais davantage l'apôtre d'un spectacle sans grande légitimité. On opposait constamment l'expérience en salle de musée à celle de l'écran, comme si cette dernière devait être l'exacte image du modèle classique de la première. En fait, on devait plutôt voir de ces deux contextes expérientiels un grand tout muséal, comme étant, et toutes les parties étant complémentaires. En 2020, entre deux confinements, en 2021, devrais-je dire, entre deux confinements, nous n'avons que le numérique pour nous reconnaître, nous identifier, nous approprier. Jouer le jeu de devenir le sujet de l'objet à s'approprier nous oblige à y voir davantage que le spectre de l'effet spectaculaire. L'art continue de nous faire exister par une brèche d'accès numérique, non colmatée, pratiquée dans l'actuelle frontière du territoire médiatique muséal, et c'est tant mieux. Merci beaucoup.